Salut! Salut! Salut. Merde, attends, oh là là là, oh là là. C'est bon, Ah, c'est mieux, c'est mieux. j'ai écouté ça. Ouais. Du coup, bah, aujourd'hui, c'est un petit GDT sur les glucides et un peu généralité de tout ce qui est UE3 en passe et UE1 en passes, donc tout ce qui est biochimie, bah, chimie organique un tout petit peu aussi, base de chimie, et puis de toute façon, vous verrez dans l'introduction tout ce qu'on vous a mis dans le GDT. Donc, on va pas tarder à commencer vu qu'il est 16 heures. Ouais, on va revoir dans ce GDT quelques notions essentielles, surtout que il semble qu'il y a des personnes qui ont encore du mal à la comprendre bien. J'espère que ça va être utile pour vous et on va commencer encore dans quelques minutes. Ouais, voilà, bah donc on va commencer, hein. Donc c'est aussi bien pour les passes que les passes vu que le programme n'a pas changé, c'est des vidéos courts et le professeur Rin n'a pas du tout changé ses cours et puis c'est les mêmes cours qui sont là depuis des années quoi. Je crois que ça fait genre 5 6 ans un truc comme ça que ces cours existent et c'est des cours assez simples mais en soi on a décidé de faire ce GTT Ouais, pour justement ouais. ça c'est en fait c'est assez simple à comprendre mais on a décidé de faire ce GTT justement pour essayer de faire un peu un lien entre plusieurs cours, donc plusieurs cours de du E3 pour les passes et du E1 pour les passes, pour un peu mieux comprendre et mieux organiser la structure de la biochimie et de la chimie comme ça, en fonction de d'autres cours aussi. Donc bah vas-y, je laisse Diego commencer par l'introduction. D'accord. Bon, comme on avait déjà dit, dans ce GDT, on va voir surtout les quelques généralités sur les glucides, essayer de comprendre bien de quoi il s'agit, comment ça marche, et des notions clés du E3. Bon, UE3 passe, UE1 passes, la combustion, qui est la plus intéressante en dynamique, quelques notions de biologie moléculaire que Luke va détailler, et aussi de oxydoréduction, qui est quelque chose qui n'est pas toujours facile ni évident à comprendre. Le mécanisme de cyclisation des os, c'est également quelque chose qui va nous intéresser, et on va essayer d'approfondir également les connaissances qu'on possède sur le métabolisme, plus précisément sur la glucuronoconjugaison. D'abord, du coup, je vais Ouais ouais, ça bug un peu malheureusement. En fait, c'est parce qu'on est sur Discord et que moi je stream et lui il a une mauvaise connexion chez lui. On va attendre un peu que ça marche mieux. Bon, ok, bah je vais faire la partie là alors. Donc Diego était censé définir. Attendez. sont Ah, peut-être que ça marche. Voilà. Voilà, donc définition. Donc définition. Donc les oses. Donc qu'est-ce que c'est les glucides? Ce sont en fait, on peut les appeler de différentes manières. On peut les appeler les oses, les saccharides ou les hydrates de carbone. Parce qu'en fait, leur formule chimique, c'est CH2O, et après, bah, ça, c'est plusieurs fois. Donc, CH2O N fois. C'est pour ça qu'on appelle ça, en fait, des hydrates de carbone, parce que hydrate, bah, c'est H2O, donc c'est une molécule d'eau, quoi, et carbone, bah, parce qu'il y a une molécule de carbone en plus. Donc, le glucose, c'est l'ose le plus fréquent, c'est l'ose qu'on va retrouver le plus fréquemment dans la nature. En fait, c'est un glucide qui nous permet à nous de pouvoir vivre en fait parce qu'on a besoin de ce glucide pour pouvoir produire de l'énergie sous forme d'ATP. Donc nous on l'utilise sous forme de monomère en tant que source énergétique. Donc dans toutes les cellules de notre corps en fait, le glucose va se décomposer en pyruvate à l'extérieur de la mitochondrie et ensuite le pyruvate va entrer dans la mitochondrie et grâce à la chaîne respiratoire va pouvoir créer bah, de l'ATP et ainsi de l'énergie pour pouvoir faire fonctionner nos muscles et un peu tout notre corps aussi, tout ce qui va. Euh, Sinon, il y a aussi le glucose en polymère. Donc, le glucose en tant que polymère, c'est une réserve énergétique.
Donc, par exemple, en fait, nous, on a également des réserves énergétiques sous forme de glucose. Donc ça, c'est des polymères, c'est plusieurs molécules de glucose qui sont attachées les unes aux autres. Et c'est également ce qu'on retrouve dans le bois. Donc ça, c'est la cellulose. Ça, vous l'avez pas encore vu, mais ça va sortir bientôt en Ronéo du tutorat. Et c'est ce qui permet en fait de donner la stabilité au bois. Donc c'est pour ça que le bois c'est bien dur. C'est justement parce qu'il y a des polymères de glucose à l'intérieur. Ouais, les diapos seront sur tuto web et puis de toute façon on vous refera une fiche récapitulative de tout ça. Donc je vais juste vite fait regarder si Diego, si ça fonctionne. Allô Diego? Alors, Ouais, voilà, est-ce ok. que là, Ok. là, ça marche? Ouais, ça marche. Bah, du coup, j'ai fait la partie définition sans toi. Si tu veux, tu peux continuer sur la partie utilité. D'accord. Bon, je suis désolé pour ce problème, mais là, ça devrait marcher. J'espère en tout cas. Bon, l'utilité des glucides, bah, elle est différente selon si on travaille dans les plantes ou dans les animaux. Pour les plantes, les glucides sont obtenus par l'intermédiaire de la photosynthèse, qui est la réaction que vous pouvez voir dans le diapo. C'est une certaine quantité de dioxyde de carbone plus une certaine quantité d'eau qui, grâce à l'action des rayons lumineux, va permettre la production de glucides qui vont être stockés sous forme d'amidon ou utilisés en tant que cellulose pour maintenir la rigidité des plantes, plus de l'oxygène, donc ça permet de lutter entre autres contre l'effet de serre. C'est différent pour les animaux. Là, on trouve le métabolisme aérobie par action de combustion qui est dans toutes les cellules. Ça permet la création d'énergie sous forme d'ATP, qui est une molécule que vous avez déjà retrouvée dans plusieurs autres cours. Et la réaction qui a lieu, c'est l'inverse de la photosynthèse. Et c'est une réaction qui va beaucoup nous intéresser dans dans la thermodynamique. Donc, je rajouterais aussi que bah, la réaction de photosynthèse, c'est une réaction endothermique qui nécessite de l'énergie, alors que justement, le métabolisme des glucides, c'est une réaction exothermique. C'est pour ça que c'est une réaction justement qui produit de l'énergie. En fait, c'est juste totalement la combustion du glucose. C'est ce que Diego va détailler par la suite. En effet, si on passe maintenant au diapo de la réaction de combustion, c'est une réaction qu'il faut savoir utiliser dans les QCM de thermodynamique. Ça tombe souvent en colle, en concours. Et la réaction, bah, on a déjà montré précédemment, c'est juste la molécule qui subit la réaction, plus de l'oxygène, qui va donner du dioxyde de carbone, une certaine quantité de dioxyde de carbone et une certaine quantité d'eau. Du coup, comment est-ce qu'on va faire cette réaction? Tout d'abord, c'est une question d'équilibre. On commence avec une molécule qu'on nous donne. On nous donne, par exemple, en étudiant la réaction de combustion de telle molécule. Du coup, dans cette molécule, il va y avoir un certain nombre de carbone, un certain nombre d'hydrogène. Il faut compter combien il y en a. Par exemple, C6H10OX. Du coup, il y a 6 carbones et 10 hydrogènes. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est équilibrer, entre guillemets, le côté droit de notre réaction. Du coup, le côté CO2 et H2O, de telle sorte qu'il y ait le même nombre de carbone et d'hydrogène dans les deux côtés. Par exemple, on avait choisi une molécule avec 6 carbones, du coup, on va avoir 6 dioxyde de carbone et une autre molécule avait également 10 hydrogène, donc on va avoir 5 molécules d'eau. Car dans la molécule d'eau, on a bien 2 atomes d'hydrogène. Une fois qu'on a fini ça, c'est le moment d'équilibrer la réaction en faisant uniquement varier le nombre de dioxygène dans le côté gauche. Et je crois que ça va être un peu plus clair avec l'exemple qu'on donne dans le diapo suivant, qui est l'exemple d'un QCM, le QCM2 et 3 aussi, mais bon, de la colle Dieu 3 passe, numéro 2. Il est lancé le suivant, un pass en burn-out, décide de brûler ses cours Dieu 3, suite à la dernière colle, par rapport à la réaction de combustion, du coup c'est ce qui nous intéresse, qui aura lieu, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Le papier est composé de cellulose, c'est une donnée qu'on a. Du coup, c'est la réaction de combustion du cellulose qu'on va étudier. On compte dans le cellulose 6 carbones et 10 hydrogènes. Notre réaction va donc être, comme on avait déjà dit, car on a utilisé un exemple similaire, d'un côté, on va avoir, du côté gauche, on va avoir la molécule de cellulose, C6H10O5, plus
une certaine quantité qu'on va déterminer de dioxygène, qui va donner comme produit 6 dioxyde de carbone, car on a 6 carbones, et 5 molécules d'eau, car ça va nous permettre d'avoir nos 10 atomes de hydrogène. Finalement, l'étape 3, ça consiste à équilibrer le nombre d'oxygène. On compte dans le côté 3, 6 fois 2. Pourquoi 6? Car c'est 6 molécules de dioxyde de carbone où on a 2 oxygènes. Du coup, 12 plus 5 fois 1, 5 fois le nombre d'oxygène qu'on retrouve dans les molécules d'eau. Du coup, ça nous donne 17 oxygènes à mettre à gauche. Mais notre cellulose a déjà 5 oxygènes, donc on a juste à mettre 12 atomes d'oxygène, soit 6 dioxygène. Notre réaction est donc ce que vous pouvez voir dans le diapo, qui est notre molécule de cellulose plus 6 dioxygène, ça va donner 6 dioxyde de carbone plus 5 molécules d'eau. Il y a une question qui dit, qui demande, il y a quelqu'un qui demande si N est toujours un entier. Donc ouais, bien sûr, N est toujours un entier parce qu'en fait, on parle de soit de molécules, soit d'atomes. Un atome, tu peux pas le couper en deux. Donc en fait, si jamais tu essayes de faire en fait cette équation, si jamais tu essayes d'équilibrer cette réaction et que tu trouves que N n'est pas un entier, par exemple, tu trouves que N est égal à 1,5, eh bien ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut doubler la quantité de toutes tes autres molécules pour arriver à n égale 3. Tu vois, tu fais 1,5 fois 2, ça fait 3, et tu fais pareil pour toutes les quantités des autres molécules. Mais n ne sera jamais un nombre à virgule, un truc comme ça. N sera donc toujours un entier, ouais. C'est ça. Donc on va continuer, on va revenir un peu sur on va revenir un peu sur les glucides. Attends, je reviens sur les questions parce qu'en fait, il en a déjà vu dans les cours, mais en fait, si tu en vois dans les cours, c'est parce que les profs qui font ces cours, ils les mettent parce qu'en théorie, tu peux l'écrire, mais c'est pas possible en pratique, quoi. Enfin, tu peux l'écrire juste pour simplifier ce que tu écris, mais en soi, ça sera jamais ça. Enfin, ça sera jamais. De toute façon, quand il y a une réaction, c'est jamais autant peu de molécules. Tu en as plein, vu que une réaction ne se fait jamais que sur Ouais, une molécule, ça se fait sur des milliards de molécules. Donc, si quelqu'un écrit ça dans son cours, genre que n n'est pas un entier, c'est juste pour simplifier l'écriture, mais en soi, c'est pas possible. Donc, dans les QCM, c'est toujours un entier n. Ouais, c'est une question de simplicité. ouais. Ouais, ensuite, oui, ça peut se faire, mais en pratique, dans la vie réelle, ça n'aura jamais lieu. Tu peux pas juste avoir une réaction avec un demi d'oxygène. Ça ne marche pas comme ça. Ouais. Donc on va continuer sur la solubilité des glucoses. Donc ça c'est vite fait pour une petite piqûre de rappel concernant les glucides qui sont justement solubles. Je vais juste vite fait expliquer pourquoi les glucides sont solubles. Donc on va prendre l'exemple du glucose, on va prendre l'exemple du glucose pour presque tout le groupe de travail. Donc le glucose en fait c'est cette molécule, en fait c'est un cycle avec un pont oxydique avec une fonction hémiacétalique, c'est ce qu'on va vous expliquer après, et elle ressemble à ça lorsqu'elle est sous forme cyclique. Et en fait, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah si c'est bon. Ouais, du coup, ok, là j'espère que vous voyez. Ok, ouais, du coup, tout à l'heure on voyait pas, c'est pour ça que je suis revenu en arrière. Donc c'est un cycle en fait, et le moyen mémotechnique pour retenir ce cycle, bah, c'est comme le professeur Rin le disait, c'est Baobab. En fait, ici, vous pouvez voir que le OH, enfin la fonction alcool du carbone 1, donc ça sera soit en alpha, donc en dessous, soit en bêta, donc au-dessus. Et ensuite, bah, le carbone 2, carbone 3 et carbone 4, bah, c'est une fois la fonction alcool qui est en bas, donc bas, une fois la fonction alcool qui est en haut, donc haut, et la troisième fois la fonction alcool qui est encore une fois en bas, donc ça fait baobab. Donc c'est un moyen mémotechnique assez facile pour retenir tout ça. Donc ici, pourquoi est-ce que les glucides, donc ici le glucose, sont solubles? C'est parce qu'en fait, on peut voir que lorsqu'il y a un glucose comme ça, il a 5 fonctions alcool, et les fonctions alcool, bah, c'est des fonctions qui sont très hydrosolubles parce que ça se fait en fait. Qu'est-ce que la solubilité? C'est lorsqu'il peut y avoir des liaisons hydrogènes qui se forment entre une molécule d'eau, ici donc H2O, et un, euh, un atome qui est très électropositif qui est relié à un atome très électronégatif. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, l'oxygène, il va attirer les électrons de l'hydrogène, donc l'hydrogène sera très
très pauvre en électrons. Et la molécule d'eau, en fait, l'oxygène va attirer les électrons des deux hydrogènes et sera donc très riche en électrons. Ce qui va se passer donc, il va se créer une sorte de liaison, une fausse liaison, parce que c'est pas une vraie liaison covalente, c'est juste une certaine attraction en soi. C'est pour ça que c'est en pointillé ici. Mais en fait, comme l'hydrogène qui lui est très pauvre en électrons, eh bien, il va être accepteur d'électrons et il va en fait, en quelque sorte, attirer les électrons qui sont en trop, parce qu'en fait, il est vachement riche en électrons, l'oxygène de l'eau. Donc, il a beaucoup trop d'électrons. Donc, il va en quelque sorte en céder quelques-uns, enfin un seul, à l'hydrogène qui va donc créer une certaine attraction entre ces deux molécules. Et c'est pour ça que le sucre et que d'autres molécules, comme par exemple tout ce qui est hydrophile, sera soluble dans l'eau. Contrairement par exemple aux molécules hydrophobes comme les lipides, tout ça, qui sont composés essentiellement de chaînes aliphatiques, donc essentiellement de carbone et d'hydrogène. Donc après on va faire la classification des glucides, ça c'est Diego qui va continuer. Oui, du coup, pour la classification des glucides, tu as deux types, soit les os, qui sont des monosaccharides, comme par exemple le glucose, soit les ocides, qui produisent des os à leur hydrolyse. Parmi les ocides, on va avoir deux types, soit les holocides, soit les hétérocides. Pour les distinguer, pour bien se rappeler, c'est un truc tout simple, juste se servir un peu de l'étymologie, comme on fait souvent. Holo, ça veut dire tout. Du coup, c'est un polymère qui est composé entièrement d'os et que lors d'hydrolyse, ça va donner que des os. Par contre, hétéro, ça veut dire autre, différent. Donc, une hydrolyse, ça va donner des os plus une partie glycone. Dans les hétérocides, on va retrouver deux types, soit des N-hétérocides, soit des O-hétérocides, ça concerne les protéines. Comment ça? Il s'agit d'os qui sont fixés à des protéines dans le cas des N-hétérocides par l'intermédiaire d'une asparagine ASP et dans le cas des O-hétérocides par l'intermédiaire Asparagine, il voulait dire. Attendez, on l'a perdu encore une fois. Donc SER. c'est bon. Il y a des exemples dans le cours qui sont dans le cours qui sont à connaître. Parmi les hétérocides, vous avez les tanins. Ouais. Oh non. Est-ce que ça marche ou pas? Ouais, là ça marche mieux, ça marche mieux. Je pensais t'avoir perdu, mais non, finalement tu t'es rattrapé, c'est mieux. Ouais, non, je crois. Ah, Au moins. Du coup, allô? ouais, non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Du coup, j'étais resté dans la partie hétérocide. Ouais, les hétérocides, c'est avec l'asparagine. C'est des autres. Ah, ok. Attendez, je pense que je vais terminer cette partie et puis. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est que les N-hétérosides, c'est lorsqu'il y a lorsque les sucres sont reliés à des asparagines. Les O-hétérosides, c'est lorsqu'ils sont reliés à des sérines et ensuite à autre chose en fait. Donc, c'est par exemple lorsque des protéines sont glyquées, c'est-à-dire que tu as une chaîne d'acides aminés et sur cette chaîne d'acides aminés, eh bien, on a rajouté un oside. Donc, cet oside peut être n'importe quelle molécule de glucide, hein. Enfin, ça peut être n'importe quel glucide, que ce soit un ribose, un galactose, un sucrose, des trucs comme ça. Donc, ce qui est à connaître, surtout dans le cours de RIN, c'est que en fait, c'est les hétérosides. Donc, il donne plusieurs exemples. Donc, c'est les tannins. Donc, ça, c'est les vins, les acides ribo et désoxyribonucléiques sur lesquels on va revenir tout à l'heure, et la digoxine. Donc, normalement, dans votre cours, vous devriez avoir un petit tableau, et ce tableau est vraiment très important à connaître, vu que, comme on le verra, on va faire des annales ensuite. Le professeur RIN aime bien poser des questions, surtout sur les hétérosides. Donc, pour continuer, donc je vais regarder si Diego est revenu. Allô? Allô? Diego? Bon bah je vais continuer Oui. alors. Ok. Tu peux Non, oui. continuer? Tu peux continuer? On est au aldose et cétose du coup. Ouais. D'accord. D'accord. Aldose et cétose. Ouais. Là, pour ceux qui utilisent la renommée tutorat, il y a eu un errata. Je suis extrêmement désolé, mais ça a passé. Du coup, vous avez aldose et cétose parmi les types d'os. Dans les aldoses, vous allez retrouver une fonction aldéhyde, aldose, AL, aldéhyde, AL. C'est facile à retenir. La
Le type de molécule, vous pouvez le retrouver dans le diapo. C'est bien celui-là. Du coup, si vous avez votre Renault du tutorat à côté, je vous recommande de le corriger pour éviter de future confusion. Et la fonction de type DOS qu'il est possible de retrouver, ce sont les CETOS, où il y a une fonction CETON et pas une fonction CETOS comme il est écrit dans le Ronio. Et ce que vous allez retrouver d'aldose et de cétose sont le glycéraldéhyde et le dihydroxyacétone, qui sont ce qu'on appelle de forme tautomère. Pourquoi? Car il peut y avoir un passage de l'un à l'autre en passant par un intermédiaire, par un composé intermédiaire non stable qui est appelé dérivé delta N-diol. Donc l'errata, pour revenir sur ce que Diego avait dit, l'errata en fait c'est que dans le cours, dans vos Renéos du tutorat, en fait les deux schémas ont été inversés. Donc dans le tableau, là où il y avait écrit aldéhyde, eh bien on voyait le schéma du cétone, et là où il y avait écrit cétone, on voyait le schéma de l'aldéhyde. Donc ça on avait dit que c'était une cétone et ça un aldéhyde, alors que c'est totalement l'inverse. On est bien d'accord que ça c'est un aldéhyde et ça c'est une cétone. Oui, il y a eu un petit errata qui a passé dans les réunions, mais ensuite, grâce à faire des QCM, tu te rends compte vite fait que oui, c'est une erreur. Ouais. Donc pour continuer, on va maintenant parler de la cyclisation des glucides. Donc comme tout à l'heure j'avais dit, on va reprendre toujours un peu l'exemple du glucose, le glucose qui va un peu nous suivre tout au long du GDT. Donc le glucose en fait c'est un aldéhyde et c'est un glucide à 6 carbones. Donc tout ce qui est 6 carbone, c'est du glucide. Ça dépend aussi de l'orientation des fonctions alcool, comme on va le voir, parce qu'il existe également des glucides qui sont à 6 carbone, mais qui ne sont pas le glucose parce que ça ne suit pas la conformation baobab, alors que le glucose, bah, c'est le glucose tout simplement, quoi. Et en fait, il existe également le fructose, c'est également un glucide à 6 carbone, donc 6N, mais lui c'est un cétose. Donc en fait le fructose c'est un peu l'équivalent du glucose, mais le glucose c'est un aldose, donc qui possède une fonction aldéhyde, alors que le fructose lui possède une fonction cétone, donc c'est un cétose. Donc comment se fait la cyclisation? Donc d'abord vous avez la molécule qui est à plat, comme ici, avec la représentation de Fischer que vous avez sûrement dû voir en chimie organique. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la fonction aldéhyde du glucose qui est présente sur le carbone numéro 1, eh bien la double liaison va lâcher un de ses électrons, va lâcher deux de ses électrons, va lâcher donc une liaison entière pour pouvoir créer en fait ce pont oxydique entre le carbone 1 et le carbone 5 et l'hydrogène qui était d'abord présent, enfin qui est à la base présent sur le groupement alcool du carbone 5, va être détaché de l'oxygène qui n'aura donc plus d'électrons célibataires, et cet hydrogène va rejoindre en fait l'oxygène sur le carbone numéro 1 pour y créer une fonction alcool secondaire. Donc ensuite, bah, ça va se cycliser et ça va faire un cycle. Putain, je suis désolé, ça se voit pas. Ah, c'est bon. Donc ça va faire un cycle et ça va, là j'espère que vous voyez, ouais, ça va faire un cycle et ça va ressembler à ça. Donc voilà. Donc ici vous avez la fonction aldéhyde et en fait ça va créer un pont oxydique entre le carbone numéro 5 et le carbone numéro 1. Pour le fructose, donc qui est un cétose, vous pouvez voir que la fonction qui est à plat, donc selon la représentation de Fischer, bah ici, c'est une fonction cétone sur le carbone numéro 2 et non pas le carbone numéro 1 parce que en fait, c'est pas possible d'avoir une fonction cétone sur un carbone numéro 1 parce que tout simplement, si il y avait cette double liaison reliée à l'oxygène sur le carbone 1, bah ça serait un aldéhyde. Donc bah ça serait pas du tout la même fonction chimique. Donc une fonction cétone se trouve toujours minimum sur un carbone 2 d'une chaîne aliphatique comme celle-ci. Enfin une chaîne carbonée comme celle-ci, quoi, pas aliphatique du coup. Donc ça va être à peu près le même mécanisme. La fonction cétone va céder une liaison pour justement aller rejoindre l'oxygène du carbone numéro 5 et l'hydrogène qui appartenait d'abord au groupement alcool du carbone numéro 5 va aller rejoindre l'oxygène du carbone numéro 2 pour y former un alcool tertiaire. Tout à l'heure, je vais vous expliquer la différence entre des alcools primaires, alcool secondaire et alcool tertiaire. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc en fait,
Donc là, c'est une cétone et ça va également créer un pont oxydique. Et pour le glucose, pour revenir sur le glucose, ça va créer en fait un hémiacétal. Donc un hémiacétal, c'est ça. Donc une chaîne reliée à un carbone. Donc ici, la chaîne, en l'occurrence, c'est celle-là, par exemple. On va dire que le R là, c'est le carbone numéro 2, relié au carbone qui est le carbone numéro 1, qui est relié à un alcool secondaire. Donc alcool secondaire justement parce que cet alcool est relié à un carbone qui lui-même est relié à deux chaînes différentes d'un hydrogène, donc alcool secondaire. Et donc ici, après, il y a l'oxygène, le pont oxydique et le R' qui représente ici le carbone numéro 5. Donc on peut bien voir que les aldoses forment un hémiacétal lorsqu'ils se cyclisent. Les cétoses, eux, vont non pas former un hémiacétal, mais un hémicétal. Donc je crois que également là, il y a une errata dans la, dans la, dans l'euronéo que vous avez reçu du tutorat, parce qu'il y a écrit 2 fois hémiacétal, mais il faut bien faire attention, lorsque c'est un cétose qui se cyclise, ça ne crée pas une fonction hémiacétalique, mais une fonction hémicétalique. Donc sans le A, ça c'est hyper important à savoir. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la différence? En fait, c'est que tout simplement, c'est à peu près la même chose. Ici, on peut retrouver le carbone numéro 1, enfin le carbone numéro 2, ici pour le coup, qui se retrouve ici, et qui est non pas relié à un hydrogène, mais à une autre chaîne, et cette autre chaîne ici représente le carbone 1 qui est relié à une fonction alcool. Donc ici, cet alcool n'est non pas un alcool secondaire comme on l'a vu ici, mais très bien et un alcool tertiaire, parce que justement, il n'y a plus cet hydrogène relié au carbone, mais ce carbone est relié à 3 chaînes différentes d'un hydrogène. Donc en fait, si ce carbone était relié à 3 hydrogènes, cet alcool serait un alcool primaire. Donc ça c'est hyper important à retenir. Hémiacétal, alcool secondaire, hémicétal, alcool tertiaire, et donc ça c'est un cétose, ça c'est un aldose. Donc c'est Diego qui va continuer si jamais ça fonctionne, et puis sinon je ferai la suite. Normalement, ça devrait marcher, j'espère en tout cas. Inch'Allah. Ouais. Bon, du coup, pour les formes alpha et bêta, Luke avait parlé de cyclisation. Du coup, les formes alpha et bêta sont justement une conséquence de cette cyclisation, car le carbone 1, comme avait mentionné, devient asymétrique. C'est des formes qui existent tous les deux dans la nature. C'est pas comme dans certaines molécules où c'est une forme qui existe seulement après création dans un labo. C'est deux formes qui existent en équilibre dynamique. Et c'est des formes anomères liées à la mutarotation. Ça veut dire quoi ça? L'équilibre dynamique et la mutarotation, c'est la réaction que vous pouvez voir dans le diapo. C'est une réaction qui a constamment lieu, qui permet de passer de la forme alpha, où le groupement hydroxyle est en bas, en dessous de notre cycle, vers un état intermédiaire, un composé intermédiaire. Ensuite, pour passer au bêta-glucose, qui est la molécule que vous avez dans le diapo, où la fonction hydroxyle, la fonction alcool, se trouve au-dessus du plan du cycle. Du coup, c'est ça ce que veut dire forme anomère liée à la mutarotation. Ce sont deux formes que ont une même formule non développée, mais qui, une fois qu'on développe une molécule, il va y avoir un hydroxyle qui va se retrouver soit en dessous du plan du cycle, soit au-dessus. Voilà, ensuite, c'est à Luke de continuer avec les hétérocides. Ouais, donc les hétérosides, donc pour parler des hétérosides, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait différents types de glucides, ouais. Il y avait les osides simples, ce sont les monomères, donc c'est par exemple le glucose tout seul, comme on l'a vu tout à l'heure, cyclique. Il y a également les polysaccharides, ça c'est les osides. Ça, ce sont en fait des chaînes de oses, donc des chaînes de glucides. Par exemple, des chaînes, c'est des polymères en fait, des polymères de plusieurs molécules de glucides. Donc par exemple, une chaîne de plusieurs molécules de glucose. Donc ça, c'est les osides. Donc les oses, c'est simple, les osides, c'est des chaînes de oses. Dans les osides, on retrouve les holosides. Ça, c'est les chaînes uniquement de oses, donc uniquement de glucides. Et on retrouve également les hétéroosides. C'est par exemple une molécule de sucre qui est reliée à une molécule aglycone, on appelle ça. Qui, en fait, aglycone, se dire qu'il n'a aucun rapport avec du sucre. Ça peut être n'importe quoi, comme on va le voir dans cet exemple. Donc dans cet exemple,
Déjà, on va redonner la définition. Donc, les hétérosides sont constitués d'oses, ce sont des monosaccharides, comme je viens de le dire, et d'une partie aglycone. Lorsqu'on les hydrolyse, qu'est-ce qu'une hydrolyse? En fait, c'est on ajoute une molécule d'eau, donc H2O, pour justement séparer une liaison. Souvent, cette liaison qu'on va séparer, c'est soit une liaison éther, soit une liaison ester. Donc, il donne donc un ose et la partie aglycone qui est totalement différente d'un glucide et qui peut être, comme on va le voir ici, par exemple une base azotée ou un acide phosphorique. Donc ici on va parler du ribose. Donc le ribose en fait c'est un glucide à 5 carbones, non pas à 6 comme le glucose mais à 5. Et donc on appelle ça un pentose. En fait c'est un aldose parce qu'on peut voir ici qu'il possède la fonction aldéhyde typique d'un aldose. Et c'est un des sucres aussi les plus importants qu'on peut retrouver dans les cellules parce que c'est lui qui va justement former un hétéroside avec les bases azotées et un acide phosphorique pour pouvoir soit créer l'ADN, soit l'ARN. Donc voilà. Donc comment ça se fait? Donc c'est un pentose. Donc comment ça se fait? En fait, ici on peut retrouver, je ne sais pas si vous voyez. Ah c'est bon. Ici on peut retrouver donc le ribose, donc le glucide à 5 carbones. Sur le carbone numéro 1, eh bien, va y avoir une base azotée qui va se fixer. Une base azotée, ça peut soit être la cytosine, soit l'uracile, soit l'adénine, soit la guanine. Donc ça, normalement, vous avez dû le voir au lycée, vous avez déjà dû le voir en PACES ou en PASS. Et en fait, la base azotée, c'est ce qui va créer en fait c'est ce qui va en fait être le composant principal de l'ADN, parce que c'est ça qui va en fait créer le code génétique avec les ATTC, G, tout ce que vous, enfin tout le code génétique comme on le voit un peu partout, quoi. Donc, cette base azotée sera fixée sur le carbone numéro 1 du ribose, et sur le carbone numéro 5 du ribose, eh bien, on va fixer un acide phosphorique. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un ADN, parce que c'est un acide désoxyribonucléique. Donc pourquoi acide? Parce que l'acide phosphorique est un acide. Désoxy, parce que ici sur le carbone numéro 2 du ribose, eh bien, on ne trouve pas une fonction alcool secondaire comme on la trouverait sur un ribose normal, mais uniquement un hydrogène, donc ça a été désoxygéné. Donc désoxy et ribonucléique, parce que c'est un ribose, et nucléique parce que une base azotée, c'est le nucléotide, quoi, le nucléoside. Ouais. Donc ici, le ribose, donc une molécule d'ADN est composée d'un ribose, d'une base azotée et d'un acide phosphorique, ici le phosphate en fait. Donc l'acide phosphorique est relié en fait au 5e carbone du ribose par une liaison phosphoester. Une liaison phosphoester, en fait, c'est comme une liaison ester. Donc ici, cette liaison, normalement, vous devrez la connaître, elle est hyper importante pour absolument tout ce qui est en biochimie. Donc en fait, c'est une chaîne qui est reliée à un carbone, double liaison à oxygène, simple liaison oxygène, et ensuite encore une autre chaîne qui est reliée par l'oxygène au carbone de l'ester. Donc une fonction ester souvent est produite par en fait un acide carboxylique, donc COOH, plus un alcool. Donc ici, on pouvait voir que ici, eh bien, il y avait un alcool à la base sur le 5e carbone du ribose, mais cet alcool est parti. Et ici, normalement, il y avait un hydrogène, et cet hydrogène est parti également. Donc, en fait, cette liaison phosphoester, parce qu'il y a un phosphate et non pas un carbone, c'est pour ça qu'on appelle ça une liaison phosphoester, c'est créé entre un acide phosphorique qui peut être à peu près l'équivalent d'un acide carboxylique dans ce cas-ci. Donc ici, c'est un acide carboxylique, ici, c'est un acide phosphorique qui s'est en fait condensé donc, avec l'alcool. Et ici, il y a une molécule d'eau qui est partie. Donc, on peut, par analogie à ce qu'on avait dit tout à l'heure, on peut dire également qu'ici, si on hydrolyse cette liaison, donc hydrolyser, c'est rajouter une molécule d'eau, on peut très bien recasser cette liaison parce qu'on va réajouter une fonction alcool sur le carbone numéro 5 et un hydrogène sur l'oxygène de l'acide phosphorique. Donc ça, c'est un ADN parce que, ça c'est hyper important à savoir aussi, parce que sur le 2e carbone, eh bien, l'oxygène manque. Donc on peut ici aussi voir l'équivalent, ça c'est l'ARN, ça c'est une molécule d'ARN, et tout ce qui change, c'est qu'en fait, ici, à la place juste d'un hydrogène, eh bien, on retrouve la fonction alcool secondaire,
C'est pour ça qu'on appelle ça un acide ribonucléique et non pas acide désoxyribonucléique. La base azotée reste d'ailleurs totalement la même. Donc ribose, base azotée et phosphate. Donc ici, bah, c'est ce qui change. Donc maintenant qu'on a vu ça, on peut également parler de pourquoi est-ce que les oses sont-ils réducteurs. Donc ça, on va continuer un peu sur la chimie, un peu de chimie organique et un peu de biochimie. Donc on va revoir en fait on va reprendre la molécule de glucose en tant qu'exemple. Donc ici, je vais attendre pour voir si vous la voyez. Ouais, c'est bon, vous la voyez. Donc ici, bah, vous avez la molécule de glucose totalement normale comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ici sous forme cyclique, donc baobab. Et en fait, cette molécule de glucose peut se faire oxyder. Et lorsqu'en fait, une molécule en biochimie, on dit toujours que lorsqu'une molécule se fait se fait oxyder, en fait, elle perd 2 protons. Donc en biochimie, c'est toujours soit si une molécule se fait oxyder, elle perd 2 protons, si elle se fait réduire, elle gagne 2 protons. Donc en fait, ça revient un peu à l'oxydoréduction, mais ce qui est important à savoir ici, c'est que c'est de regarder, attendez, le numéro d'oxydation qui ici est de -2. Donc en fait, ici, le carbone numéro 1 possède un nombre d'oxydation de -2, parce qu'en fait, il possède un électron qui est attiré par l'oxygène là et un électron qui est attiré par l'oxygène là. Donc je me suis trompé, c'est +2 en fait. Donc ici, c'est totalement +2, pas -2. Donc il a 2 électrons en moins, donc son nombre d'oxydation est de +2. Et ici, en fait, son nombre d'oxydation est de +3, parce qu'il possède un électron qui est attiré par l'oxygène là, et 2 électrons, parce qu'il y a une double liaison, qui sont attirés par l'oxygène là. Donc il a 3 électrons en moins, donc le nombre d'oxydation est de +3. Le nombre d'oxydation a donc augmenté. On peut donc dire que c'est une oxydation qui s'est passée entre cette molécule-là et cette molécule-là. Cette molécule-là était le glucose, et lorsqu'on oxyde bah, le carbone numéro 1, donc la fonction hémiacétalique, donc ça, il ne faut pas oublier que tout ça, là, c'est la fonction hémiacétalique du glucose, eh bien, ça forme un acide gluconique. Ça, c'est quelque chose qui est important à savoir aussi, parce que ça revient souvent dans le cours, et souvent dans les QCM. Donc, retenez que si on oxyde le carbone numéro 1 du glucose, on obtient un acide gluconique. Lorsqu'on oxyde en fait ce glucose, eh bien, on peut voir que ce glucose perd 2 hydrogènes. Et ces 2 hydrogènes peuvent être utilisés pour réduire une autre substance qui ici est la liqueur de Fehling. Et c'est pour ça aussi qu'on peut dire que le glucose est réducteur, ainsi que tous les monosaccharides ou les oses que vous avez vus. Donc en fait, ici, il va perdre, en s'oxydant en acide gluconique, le glucose va perdre 2H+, mais ces 2H+, seront utilisés par la liqueur de Fehling qui est composée de 2 ions cuivre de plus et de 5 ions hydroxyle, et ça va former en fait du sel cuivrique, sel cuivreux, je crois, pardon, et 3 molécules d'eau. Donc la liqueur de Fehling qui était à la base bleue va devenir rouge, et la liqueur de Fehling aura donc été réduite. Donc ça, c'est un sel, c'est un sel minéral, je crois, sel métallique, pardon, ouais. Donc le sel métallique qui sont ces 2 ions cuivre de plus vont être réduits en sel cuivreux. Donc il faut pas oublier que le glucose est réducteur des sels métalliques. Donc dans votre cours, normalement, vous avez le même exemple, mais sous forme développée, donc sous représentation de Fischer, avec la même molécule, donc le glucose, qui se transforme en acide gluconique. Sauf que le professeur Rhin, en fait, vous dit que c'est la fonction aldéhyde. Donc la fonction aldéhyde qui est ici normalement, bon là elle n'est pas là vu qu'il y a le pont oxydique qui s'est formé, parce que c'est sous forme cyclique. Mais si c'était sous forme développée, bah ici on pourrait voir la fonction aldéhyde, et cette fonction aldéhyde, eh bien par oxydation de la fonction aldéhyde, se transformerait en acide aldonique. Donc l'aldose deviendrait un acide aldonique, et par analogie le glucose devient un acide gluconique, et peut ainsi donc réduire la liqueur de Fehling. Donc ça aussi, liqueur de Fehling, très important à savoir, avec les sels métalliques qui sont les 2 ions cuivre de plus. Donc on va maintenant voir que c'est pas le seul moyen de réduire le glucose en fait, enfin d'oxyder le glucose. Donc j'espère que vous voyez aussi.
Ouais, c'est bon. Donc ici, vous pouvez voir que le glucose va être oxydé également, mais c'est pas le carbone 1 qui va être oxydé. Cette fois-ci, ça va être en fait le carbone numéro 6 qui va être oxydé. Et si le carbone 6 est oxydé, donc ici la fonction, enfin le carbone 6 qui porte cette fonction alcool primaire, eh bien ça va former un acide carboxylique sur le carbone numéro 6. Donc le glucose qui à la base possédait une fonction alcool sur son carbone 6 va devenir un acide glucuronique. Donc attention, il y a une différence entre gluconique et glucuronique. Et cet acide glucuronique en fait possède une fonction carboxyle sur son carbone numéro 6. L'acide glucuronique, lui, est très important en physiologie, comme vous avez pu l'apprendre dans votre cours si vous l'avez appris. Et bah, de toute façon, dans tous les cas, je vais le redire. Donc l'acide glucuronique est très important dans le corps parce que justement, donc là, on peut revoir que c'est l'alcool primaire. Ah oui, donc avant d'expliquer ce que c'est l'acide glucuronique, je vais d'abord vous expliquer aussi, je ne sais pas si vous avez vu ça en chimie organique, parce que vous avez que eu 2 heures, je crois, cette année. Mais ouais, donc en fait, la différence entre un alcool primaire, secondaire et tertiaire, c'est assez simple. C'est que l'alcool primaire, eh bien la fonction alcool, donc la fonction OH, est reliée à un carbone qui est relié à 2 hydrogènes et une seule chaîne différente d'un hydrogène, alors que l'alcool secondaire est relié, enfin l'alcool secondaire est relié à un carbone qui est relié à 2 chaînes différentes d'un hydrogène, et l'alcool tertiaire est relié à un carbone qui est relié à 3 chaînes différentes d'un hydrogène. Donc ça, c'est important à savoir. Je ne sais pas si en chimie orga vous avez des questions sur ça, mais si vous comprenez ça, c'est quand même utile pour comprendre d'autres cours, donc notamment c'est les cours sur les glucides. Donc, on a vu l'acide glucuronique. Donc, l'acide gluconique, ça c'est différent de l'acide glucuronique. L'acide glucuronique, lui, est un glucose oxydé sur son carbone numéro 6. Et cet acide glucuronique est utile dans la réaction de glucuronidation qui se déroule dans le corps. Donc, en fait, la réaction de glucuronidation, c'est lorsqu'en fait, là vous voyez, ouais c'est bon, c'est lorsque vous avez en fait ici l'acide glucuronique. Donc ici, bah, je me suis trompé, en fait, ici j'ai repris la molécule de glucose, mais ici en fait c'est pas du tout CH2OH, c'est COO-, donc un acide carboxylique, parce que c'est un acide glucuronique, qui est relié en fait à une molécule d'UDP. Donc UDP, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de l'uridine diphosphate, donc appelé UDP. Et lorsque l'acide glucuronique est relié à l'UDP par une liaison phosphodiester, parce qu'en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, les liaisons phosphoester, c'est lorsqu'il y a un seul phosphate, mais comme là il y a 2 phosphates, ça s'appelle la liaison phosphodiester. Ça aussi c'est important à savoir pour notamment tous les cours que vous allez avoir sur l'ADN et l'ARN, parce que c'est quelque chose qui va revenir très souvent. Et cette UDP en fait permet de stabiliser l'acide glucuronique le temps que celui-ci sera transféré sur une autre molécule. Donc l'UDP, c'est en fait le principal transporteur des glucides et il transporte les substrats des transférases et donc notamment ici l'UDP glucuronyltransférase qui est une enzyme qui va utiliser l'UDP. Donc en fait, elle va utiliser l'UDP, elle va couper ici à ce niveau-là, elle va faire une hydrolyse de cette liaison-là. Donc à la fin, il y aura seulement l'uridine diphosphate qui va sortir, donc qui va sortir de la réaction, mais l'acide glucuronique sera utilisé pour être fixé soit à un phénol, soit de la bilirubine, soit au xénobiotique. Donc en fait, l'acide glucuronique, il est utilisé pour pouvoir solubiliser, parce que les glucides, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très soluble, pour pouvoir solubiliser d'autres substances qui doivent donc être évacuées par le corps, parce que c'est des substances qui sont soit toxiques, soit qui ne servent à rien. En fait, le fait de solubiliser une substance, ça permet de, par la suite, mieux éliminer cette substance. Donc ici, le phénol, bah, est toxique, la bilirubine également toxique. Donc la bilirubine, c'est en fait c'est lorsque l'hème de votre hémoglobine se fait dégrader, ça forme de la bilirubine, et ça c'est totalement toxique, c'est ce qui est bleu d'ailleurs lorsque vous faites des bleus, lorsque vous frappez le bras contre je sais pas quoi, après vous avez un bleu, bah en fait c'est la bilirubine, et ça va être justement être glucuronidé par l'UDP glucuronyltransférase. Donc un acide glucuronique va être fixé à la bilirubine, et ainsi elle pourra être plus facilement évacuée par l'urine. Pareil pour les xénobiotiques. Les xénobiotiques, c'est toutes les substances qui sont étrangères au corps humain. Donc, par exemple, tout ce qui est médicaments, tout ça. Donc, tout ça se fait via une liaison éther. Donc, une liaison éther, en fait, c'est pareil que
c'est presque pareil qu'une liaison ester, c'est juste que ici, vous n'avez pas cette double liaison avec un oxygène, vous avez totalement autre chose, donc en fait c'est juste comme un pont oxydique en quelque sorte. Maintenant, en fait, on va également voir l'acide L-ascorbique, qui est la vitamine C, parce qu'en fait, je l'ai pas dit, mais l'acide glucuronique, donc le glucose, je le répète encore, mais c'est parce que c'est important, le glucose qui a été oxydé sur son carbone numéro 6, eh bien, est un précurseur de l'acide L-ascorbique, qui est la vitamine C. Donc, la vitamine C, sous forme développée, donc sous forme, ici, représentation de Fischer, eh bien, on peut voir que il y a deux formes de la vitamine C. Donc, il y a l'acide L-ascorbique et l'acide déshydroascorbique. La différence entre ces deux formes, en fait, c'est qu'il y a une forme réduite et une forme oxydée. La forme réduite, c'est bien entendu celle-là, parce qu'on peut voir qu'il possède justement encore deux hydrogènes en plus par rapport à la forme celle-ci, parce que comme je l'ai dit, l'oxydoréduction dans le corps humain et dans toute la biologie moléculaire du monde se produit via soit ajout, soit enlèvement de deux protons. Donc ici, on peut voir que, que les deux carbones là possèdent un un nombre d'oxydation plus élevé, enfin moins élevé que ici, parce que ici ils ont encore un électron en plus, parce que ici il y aura deux électrons qui seront attirés par l'oxygène, alors que là il y en a un seul. Donc l'acide L-ascorbique peut se transformer en acide déshydroascorbique par enlèvement de deux H+. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que l'acide L-ascorbique est une gamma-lactone? Donc, donc là, on va revenir, enfin ça c'est la forme réduite et la forme oxydée, mais on dit également que l'acide L-ascorbique est une gamma-lactone. C'est parce qu'en fait, tout simplement, vous avez le carbone alpha, le carbone bêta et le carbone gamma, et le carbone gamma va faire un pont oxydique avec le carbone numéro 0 cet acide L-ascorbique. C'est pour ça qu'on parle d'une gamma-lactone, mais en fait, c'est pas vraiment utile à savoir. Il faut juste savoir que c'est une gamma-lactone, mais ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est juste pour comprendre pourquoi on appelle ça comme ça, mais au final on s'en fout un peu, quoi. Donc la forme réduite, qui est l'acide L-ascorbique, est un antioxydant en fait et participe au système redox pour justement réduire d'autres molécules. Voilà. Donc la forme réduite intervient dans l'élimination des radicaux libres et dans la régénération des lipides oxydés. Donc en fait dans le corps, lorsque vous produisez de l'énergie dans toutes les cellules par justement dégradation aérobie du glucose, eh bien, vous allez former des radicaux libres. Donc, vous formez de l'énergie, mais également des radicaux libres. Qu'est-ce que c'est les radicaux libres? En fait, ce sont des molécules qui possèdent des électrons célibataires, donc des électrons non appariés. Et ça, c'est extrêmement toxique, que ce soit sur vos cellules, sur vos tissus, tout ça. Donc ça peut modifier, ça peut entraîner des cancers, tout ça. C'est ce qu'on appelle en fait le stress oxydant. Donc, imaginons, donc en fait, l'ion le plus produit lors de cette création d'énergie en fait dans votre mitochondrie, eh bien c'est l'ion O2-. Donc en fait c'est un atome, enfin c'est une molécule d'oxygène mais avec un radical libre. Donc c'est un radical libre. En fait c'est une molécule de dioxygène mais avec un électron non apparié. Et cette molécule d'oxygène avec un électron non apparié peut justement se lier aux lipides qui se trouvent dans la membrane cellulaire. Et ça va créer en fait un lipide peroxydé. Et ce lipide peroxydé, c'est très mauvais pour la cellule. C'est pour ça que en fait la vitamine E va intervenir et va transformer en fait le dioxygène avec un électron libre en peroxyde d'oxygène H2O2 qui est beaucoup moins toxique que l'O2-. Sauf que la vitamine E va devenir un radical, donc va à son tour en fait avoir un électron de libre et être assez toxique. Et le lipide, bien sûr, le lipide peroxydé va redevenir un lipide normal. Petite parenthèse sur le peroxyde d'oxygène. Donc le peroxyde d'oxygène, ça normalement vous avez dû le voir dans vos cours de redox. Donc le peroxyde d'oxygène, c'est la seule, en fait c'est c'est la seule exception du nombre d'oxydation. Donc on dit que normalement le nombre d'oxydation de l'oxygène est toujours de -2 dans une molécule, sauf que dans cette molécule, eh bien seulement de -1. Donc je vais vite fait expliquer pourquoi. En fait, c'est parce que ici, comme vous pouvez voir la molécule ici,
l'oxygène ici, par exemple, est relié directement à l'autre oxygène, donc il ne va pas lui voler d'électrons. Donc les électrons appartiendront aux deux oxygènes en même temps. Et donc, ça sera seulement de moins 1 parce qu'il va récupérer seulement un électron et cet électron, c'est celui de l'hydrogène. Donc, le nombre d'oxydation de l'oxygène dans cette molécule de peroxyde d'oxygène est seulement de moins 1. Donc, pour revenir à la vitamine E qui donc est devenue un radical suite à la détoxification du lipide peroxydé. Donc, en fait, c'est là que la vitamine C va intervenir, donc sous sa forme réduite en tant qu'acide L-ascorbique, parce que la vitamine C, en fait, va justement régénérer par oxydation l'acide, en fait, va s'oxyder et ainsi donner 2 protons à la vitamine E qui va ensuite redevenir une vitamine E normale. L'acide L-ascorbique, qui était sous forme réduite, va donc devenir une forme oxydée parce qu'elle aura perdu ces 2 protons qu'elle redonnait à la vitamine E et va devenir un ascorbate parce que ici en fait, ici c'est une forme acide, ici c'est une forme basique parce qu'il ne peut plus donner de protons, donc on appelle ça ascorbate par analogie à acide et enfin suffixe ate, tout ce qui est suffixe ate en fait c'est des bases, donc ici on appelle ça un ascorbate, et cet ascorbate, bah, il ne sert à plus rien au corps, il va ensuite être éliminé par les urines. Donc de plus, vous avez vu dans votre cours que l'acide L-ascorbique, donc la vitamine C, est assez utilisée aussi pour faire des chélations sur le fer ferreux et sur le fer ferreux, ouais, pour justement faire passer plus facilement la barrière intestinale. Donc lorsqu'on vous prescrit du fer, par exemple, lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous n'avez pas assez de fer dans votre corps, eh bien on vous prescrit du fer. Et pour que ce fer passe plus facilement dans votre sang, on va vous prescrire également de l'acide L-ascorbique en même temps. Et l'acide L-ascorbique va faire une chélation, donc va faire des liaisons non covalentes avec ce fer. Et ainsi, ce fer pourra traverser plus facilement la membrane intestinale. Voilà, donc bah, moi c'est terminé pour ma part et je vais laisser Diego continuer. Voilà, du coup, je retourne, j'espère que ça marche. Je vais traiter la nomenclature des diolosides. Du coup, les diolosides, c'est quoi? Bah, comme son nom l'indique, dioloside, c'est la fusion de deux os, c'est la polymérisation de deux os. Ce sont des chaînes d'encre, du coup, de plusieurs os qui sont reliées par des liaisons qu'on appelle oxydiques, c'est les liaisons où il y a un oxygène. Cette liaison ne peut pas se faire entre des alcools primaires ou des alcools secondaires. Luc a déjà expliqué c'était quoi, vous l'avez aussi, je peux confirmer, dans votre cours de chimie organique. La liaison se fait donc entre uniquement deux OH impliqués dans des fonctions hémiacétaliques, entraînant ainsi une perte du pouvoir réducteur et par conséquent donne un oxyde, ou entre un OH impliqué dans une fonction hémiacétalique et un OH secondaire, permettant ainsi une conservation du pouvoir réducteur. Je passe donc à la nomenclature des diolosides avec une sorte de formule, je ne sais pas si c'est le terme correct, que le professeur Rin vous a donné dans son cours. Vous avez de gauche à droite le O qui signifie, qui indique la présence d'un pont oxydique. Vous avez ensuite alpha-bêta qui indique bah, dans notre première os si c'est la forme alpha, la forme bêta. Ensuite, dans le os X, on continue toujours là, si c'est D ou L. On continue par le suffixe YL, il, pour l'os. Après NM, c'est entre le numéro d'atomes par rapport au carbone dans lequel se font impliqués dans les liaisons oxydiques, c'est les carbones impliqués dans les liaisons oxydiques. Par exemple, ça peut être bêta 1, 4. Vous allez voir un peu dans votre cours de quoi ça parle, mais bêta 1, 4, c'est un que vous allez retrouver, si je ne me trompe pas, dans la cellulose. On continue, on revient à peu près à la même chose qu'avant, alpha, bêta, D ou L, et le suffixe os qui peut être oxyde ou os selon s'il y a maintien ou pas du pouvoir réducteur. Et il est nécessaire de préciser que la liaison oxydique se fait par condensation. Il y aura perte d'une molécule d'eau lorsque
que cette liaison se forme. Voilà tout ce qui est pour la nomenclature des nucléosides. Ensuite, je vais expliquer un peu c'est quoi la représentation de Haworth. Bon, c'est une représentation spatiale utilisée pratiquement que pour les glucides. Vous pouvez voir en bas à droite du diapo en quoi ça consiste. En effet, c'est une représentation qui a été réalisée par Haworth pour simplifier la représentation de la forme cyclique des glucides. On peut représenter en forme linéaire les glucides avec la représentation de Fischer. Je vous renvoie à votre cours de chimie organique. Et pour la forme cyclique, on utilise la représentation de Haworth. C'est simple de passer de Fischer à Haworth juste en passant cycle. Et si le OH était à droite dans Fischer, il va se retrouver au-dessous du plan. Et s'il était à gauche, il va se retrouver au-dessus du plan du cycle. Il n'y a pas grand-chose d'autre à préciser, pas grand-chose d'autre à comprendre, c'est relativement simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, maintenant ou après dans le Discord. Mais sinon, il me semble qu'on peut passer aux annales. Ouais. Que bien qu'on vous a expliqué beaucoup de trucs ici, c'est vrai, surtout pour les passes. Pour les passes, on ne sait pas encore. Mais pour les passes, c'était beaucoup les annales qui tombaient. Il n'y avait pas grand changement entre les années. Ensuite, personnellement, j'ai tout étudié. Et je sais que c'est le cas pour plusieurs, mais c'est le cas aussi que certains ont juste étudié les annales. Je recommande de tout étudier. Mais c'est vrai qu'il y a des parties qui tombent plus que d'autres. C'est vrai, Du ouais. coup, là, on va passer à traiter un peu les annales. On va faire On va vous quelques poser des annales, ouais. questions. Oui. Ouais. Du coup, bah, tu veux commencer ou... D'accord. Vas-y. Pour la partie, à propos de la partie aglycone d'Anos, item A, elle possède la propriété de réduire les sels métalliques. Du coup, attends, on les laisse une minute pour Ouais. qu'ils puissent répondre avant de passer au diapo suivant. On va donner un peu de temps. Arrêtez de parler aussi pour que vous puissiez vous concentrer. N'oubliez pas, si vous avez des questions, c'est aussi le moment de les poser, car on se trouve, si je ne me trompe pas, vers la fin du live. Du coup, je crois que c'est suffisant, surtout pour les Ouais. questions qui Ouais, sont franchement, ouais, c'est bon. ouais, c'est plus du par cœur que de l'application. Et quelle chance! Mm. Du coup, pour l'item A, elle possède la propriété de réduire les sels métalliques. C'est faux, c'est la fonction aldéhyde ou cétone des os qui permet de réduire les sels métalliques. C'est pas la partie aglycone. Pour l'item B, elle correspond à la partie non glucidique d'un hétérocide. C'est vrai, on vient de le voir. Partie C, elle représente par les bases et les phosphates. Elle est représentée par les bases et les phosphates dans le cas des acides nucléiques. C'est vrai, les acides nucléiques sont composés d'un sucre, d'un groupe phosphate et d'une base azotée. Ça peut tomber pas seulement dans les questions de glucides, mais sinon également dans biomol avec mer Namur au même Rhin. D, elle correspond au tanin pour l'amygdaline. Comme je vous avais dit, l'exemple des tanins, c'est un exemple parmi d'autres à connaître. Ça, c'est seulement un item, mais ça peut être la différence entre être admis ou pas être admis. Du coup, je recommande quand même, désolé, mais je recommande quand même de connaître tous les exemples, connaître tout le cours, car ça, c'est une question hyper précise quand même. La réponse, c'est faux, donc c'est le phénol, la partie glycone. Et finalement, elle ne peut pas être en aucun cas de l'acide cyanhydrique, c'est faux, car l'acide cyanhydrique, c'est la partie aglycone de l'amygdaline. Ouais. Ouais, du coup, ça c'était assez simple. On passe donc à la prochaine, donc qui concerne la glucuronoconjugaison, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, bah, je vous laisse une minute pour répondre aux questions et après on la corrigera.
Donc la question A, la glucuronoconjugaison est réalisée grâce à l'acide L-ascorbique. Bah, bien sûr, c'est totalement faux parce que la glucuronoconjugaison est réalisée par l'acide D-glucuronique, comme j'ai expliqué tout à l'heure. La question B, c'était, elle est impliquée dans la disparition progressive des échymoses. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est vrai, parce qu'en fait, la glucuronoconjugaison permet la disparition progressive des échymoses en provoquant la libération de la bilirubine. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, ça permet de dégrader, ça permet de plus facilement se débarrasser de la bilirubine. Donc C, la glucuronoconjugaison rend lipophile la bilirubine provenant de l'hème dégradé. Donc là, il y a une petite faute, enfin, il n'y a pas une petite faute, mais un petit piège. En fait, c'est pas lipophile, mais c'est bien hydrophile qui serait juste. Donc dans ce cas, c'est totalement faux. Donc faux, la glucuronoconjugaison rend la bilirubine hydrophile et non pas lipophile. La D, c'est la glucuronoconjugaison forme un éther oxyde avec le phénol. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est hyper important aussi. Euh, il forme en fait, ça, il faut le savoir. Malheureusement, j'ai pas fait de schéma tout à l'heure, mais si jamais je vous refais une fiche qui sortira normalement dimanche prochain, eh bien, c'est là que je rajouterai ça. Donc, pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un hétéroxyde, pour avoir un peu plus de facilité à visualiser tout ça. Donc, la question E, la glucuronoconjugaison se fait dans la mitochondrie de la cellule hépatique. Ça, c'est totalement faux. Ça se fait dans le réticulum endoplasmique de la cellule hépatique. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'avais précisé, mais c'est quelque chose qui est normalement écrit dans vos cours. Je te laisse faire la 46, Diego. Si, concernant la vitamine C, notez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. On vous donne à nouveau une petite minute pour répondre aux questions qui se répondent vite en vrai car c'est du par cœur. Mais bon, allez-y. Bon, voilà. Suffisant. Ah, tu bugs un peu, Diego. Du coup, oui, là, ça va, là, ça va. Non. Allô? Ouais, non, ça va pas ouf, attends. Bon, Allô? écoutez, je vais couper encore 2 secondes et je vais continuer la correction. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, c'est bon. Du coup, bah, alors, concernant la vitamine C, notez si les informations suivantes sont vraies ou fausses. A, c'est un antioxydant présent dans le citron. Ça, c'est totalement vrai. Bon, après, que c'est présent dans le citron, c'est pas spécifié totalement dans les cours, mais ça, bon, ça, c'est un peu, c'est un peu une généralité. C'est une gamma-lactone. Ça, comme je l'ai dit, c'est important à savoir. Oui, donc ça, c'est vrai. L'acide L-ascorbique, donc la vitamine C, est un gamma-lactone. Donc, carbonyle plus pont oxydique. Elle est le cofacteur d'une réaction enzymatique permettant la diminution du T-melting du collagène. Donc le T-melting, en fait, c'est la température à laquelle le collagène commence en fait se dé, dé- déma- à se dé, enfin, oh, putain, dénaturaliser, je sais plus comment on dit, en tout cas à perdre sa forme secondaire comme c'est une protéine et à redevenir sous forme primaire, donc juste seulement une protéine linéaire. Et donc en fait, elle commence un peu à fondre. Donc c'est faux parce que justement l'acide L-ascorbique dans la vitamine C est en fait un cofacteur de la procollagène proline hydroxylase. Donc la procollagène proline hydroxylase intervient dans la synthèse oui, dénaturé, merci. C'est ça, putain. Qui intervient dans la synthèse du collagène et c'est en fait lorsque la proline est hydroxylée, ça crée une hydroxyproline dans la chaîne du collagène et ça va créer des liaisons hydrogène intramoléculaires, ce qui va largement augmenter le point de fusion, en fait, donc le point de T-melting, donc le point de dénaturation cet ultime BG vient de le dire. Donc D, réduite et antioxydante, elle est appelée acide L-ascorbique, donc ça c'est vrai parce que sinon ça serait
l'acide déshydroascorbique. Donc E, c'est le cofacteur de la procollagène proline et hydroxylase, c'est ce que je viens de tout à l'heure. Donc oui, ça c'est totalement vrai. Donc je vais finir, je pense, le 47e QCM aussi. Donc à propos de l'acide déglucuronique, notez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Je vous laisse encore une fois quelques secondes pour répondre et après on corrigera. Donc la A, donc on va corriger. A, il a un rôle dans l'élimination de certains médicaments, dont des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça, c'est vrai, en fait, grâce à l'action de l'enzyme UDP-glucuronyltransférase. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, les INS, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, sont des xénobiotiques. Donc les xénobiotiques, c'est tout ce qui est étranger. Xénos, c'est étranger. Et biotique, c'est substance étrangère au corps. Comme ce sont des médicaments, bah, c'est forcément étranger au corps. Et en fait, c'est par glucuronoconjugaison que ça va être éliminé. Donc c'est grâce à l'acide déglucuronique et l'UDP-glucuronyltransférase. B, il n'intervient pas dans le métabolisme de la bilirubine. Ça, c'est faux, parce que la bilirubine, en fait, qui est très toxique, comme je l'ai dit tout à l'heure, va être éliminée grâce à l'assemblage avec l'acide glucuronique, en fait, qui la rend soluble. Donc, en fait, la bilirubine est liée à l'acide glucuronique, qui est un glucide, donc très soluble et pourra ainsi être beaucoup plus facilement éliminé. Éliminé par l'urine, par exemple. C, ils forment des esters après action d'une transférase. Donc on parle bien sûr de l'UDP glucuronyltransférase. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, je vais bien sûr vous le rajouter dans la fiche parce que ça tombe quand même assez souvent. Ce n'est pas des esters, mais enfin, c'est une liaison éther. Et ça, il est très important de comprendre en fait la différence entre une liaison éther et une liaison ester. Pour la question D, c'est il a une fonction acide carboxylique en C1. Ça, c'est faux. En fait, il porte la fonction acide carboxylique sur le C6. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure aussi sous forme d'image. Donc en fait, c'était pas le carbone numéro 1 qui était oxydé, c'était bien le carbone 6 qui était oxydé. En fait, lorsqu'on oxyde le carbone 6 du glucose, ça forme un acide glucuronique. C'est pour ça que l'acide carboxylique est sur le C6. La réponse E, enfin la question E, c'était il forme un dérivé phénol-glucuronate avec le phénol. Donc ça c'est vrai en fait, c'est parce qu'il permet de solubiliser le phénol. C'est pareil que pour la bilirubine ou les INS, donc tout ce qui est xénobiotique. En fait, l'UDP glucuronyltransférase va transférer un acide glucuronique sur un phénol, la bilirubine ou le xénobiotique, ce qui permet de les solubiliser. Donc un dérivé phénol-glucuronate, en fait c'est tout simplement bah, un phénol qui est fixé à un acide glucuronique parce que en fait pourquoi on appelle ça glucuronate, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est lorsque c'est un acide on appelle ça un acide glucuronique, mais lorsque si c'est si c'est une base, si c'est sa base conjuguée, bah, c'est un glucuronate. Voilà, du coup bah c'est terminé. Donc la fiche sera dispo sur tutoweb.net dans le lien téléchargement GDT, comme tous les GDT depuis le début de l'année en fait, normalement. Et du coup, ça sera normalement dimanche prochain. Et du coup, bah, j'essaierai de vous terminer ça avant. Voilà, c'est terminé. Bah, je vous souhaite un bon travail pour ces semaines à venir en confinement. Et puis bonne chance à vous surtout. Et sachez que le tutoriel est là pour vous en tout cas, hein. Du coup, je vous dis à lundi prochain pour un prochain GDT. Voilà, voilà.
Diego, si tu veux dire au revoir, c'est le moment. Voilà. C'est bon, il vous a salué. Bon, bah, à la prochaine. Salut. À la prochaine.